Dans cette vidéo, nous allons non seulement évoquer la disparition très médiatisée de Stephen Gregory Steiner, mais aussi nous pencher sur le destin de son frère aîné, Cary Gregory Steiner. C'est sans doute l'une des histoires les plus bouleversantes que j'ai jamais racontées sur cette chaîne. D'ordinaire, lorsque je traite ce genre d'affaires, elle se conclut soit par la découverte du corps de la victime, soit par sa disparition définitive. Mais cette histoire est véritablement hors du commun. Elle contient tout: la banalité du mal, des actes de véritable héroïsme et une irrésistible volonté de survivre. Très bien, commençons. Stephen Gregory Steiner est né le 18 avril 1965 à Merced, en Californie, aux États-Unis. Ses parents s'appelaient Delbert et Kay Steiner. En plus de Stephen, ils avaient 4 autres enfants. La famille menait une vie relativement ordinaire, du moins jusqu'au 4 décembre 1972, date à laquelle tout a basculé en un instant. Ce jour-là, Stephen, alors âgé de 7 ans, rentrait de l'école. À un moment donné, un inconnu s'est approché de lui et s'est présenté sous le nom d'Erwin Edward Murphy. Selon ses dires, il représentait une église et affirmait interroger les habitants du quartier dans le but de collecter des dons pour ses œuvres. En entendant cela, Stephen a supposé, pour une raison ou une autre, que sa mère accepterait de faire un don. Cela a conduit Erwin à lui demander où il habitait, afin d'obtenir des informations sur sa famille. Et dès que Stephen a commencé à répondre, une Buick blanche s'est arrêtée à leur hauteur. Difficile de dire pourquoi les choses se sont déroulées ainsi, mais le garçon est monté sans hésitation à l'arrière du véhicule. C'est à partir de ce moment-là que débute cette histoire d'enlèvement, aussi monstrueuse que traumatisante. Dès que Stephen s'est retrouvé dans la voiture, il a été conduit dans une cabane située à l'ouest de sa ville natale, Merced. Pendant tout ce temps, ses proches n'ont même pas soupçonné qu'il était, dans un premier temps, retenu tout près de la maison de son grand-père. Il est important de comprendre que Murphy n'agissait pas seul. Son complice était un homme nommé Kenneth Eugene Parnell. En réalité, Kenneth était pour le moins un individu profondément dérangé. Il avait connu une enfance et une adolescence particulièrement difficiles. Bien avant l'enlèvement de Stephen, il avait déjà purgé plusieurs peines de prison. À peine âgé de 5 ans, son père, Cecil Frederick Parnell, avait abandonné la famille, laissant sa mère seule pour l'élever. Par la suite, Kenneth s'était mis à commettre divers délits, notamment des vols de voitures et des incendies criminels. Ces actes l'avaient mené à une incarcération dans un centre pour mineurs délinquants. Et il faut dire que cette expérience ne fit que renforcer sa dérive. Un article de presse consacré à sa personnalité mentionnait qu'il avait une nette propension à chercher les ennuis. Selon le docteur et psychiatre Richard Lowenberg, qu'il avait examiné en 1951 à la demande de la Haute Cour du comté de Kern, Kenneth avait manifesté, tout au long de sa vie, un comportement profondément perturbé. À l'âge de 4 ans, il avait tenté de s'arracher les dents, alors qu'elles ne bougeaient même pas. Et vers 8 ou 9 ans, il avait sauté du toit d'une grange sur un plancher en bois recouvert de centaines de clous. En 1951, alors qu'il avait 20 ans, Kenneth avait attiré chez lui un garçon de 8 ans en usurpant l'identité d'un ancien adjoint du shérif à l'aide d'un faux insigne. Il avait ensuite agressé violemment l'enfant, ce qui ne lui avait valu qu'une peine de 4 ans de prison. D'après les informations disponibles, il s'était évadé à plusieurs reprises de l'établissement pénitentiaire, mais avait toujours été repris. En somme, Kenneth semblait, depuis sa plus tendre enfance, habité par ce que l'on pourrait appeler le mal à l'état pur. On pourrait dire qu'il nourrissait une forme de haine envers lui-même, qu'il exprimait en détruisant la vie des autres. Il n'est donc guère surprenant qu'il soit resté, au fil des années, un être profondément toxique. Erwin Murphy avait rencontré Kenneth Parnell dans une station balnéaire située dans le parc national de Yosemite, où ils étaient, d'une certaine manière, collègues. À l'époque, Kenneth travaillait comme agent d'entretien de nuit, mais on ignore encore quelles étaient exactement les fonctions d'Erwin. En travaillant côte à côte, Parnell avait réussi à convaincre son collègue de l'aider à enlever un enfant, sous prétexte, je cite, de l'élever dans le respect des valeurs religieuses. Lorsque les amis et les proches d'Erwin Murphy furent interrogés à son sujet, ils le décrivirent comme une personne confiante, naïve et simple d'esprit. Autant de traits qui laissaient penser que Kenneth avait pu facilement le manipuler. C'était d'ailleurs Kenneth qui conduisait la Buick dans laquelle Stephen avait été enlevé. Et c'est chez lui que l'enfant avait été emmené. De toute évidence, Stephen voulait désespérément rentrer chez lui, ce qui n'a rien d'étonnant,
puisqu'il n'était qu'un petit garçon terrifié. Ses ravisseurs ont tout fait pour l'empêcher de s'échapper. Kenneth lui a notamment affirmé que ses parents l'avaient volontairement confié à lui et qu'il était désormais son seul tuteur légal. Je n'ose même pas imaginer ce que de telles paroles ont pu provoquer dans l'esprit d'un enfant aussi jeune. La première nuit, ils m'ont dit qu'ils avaient appelé mes parents pour leur dire que tout allait bien et que je resterais simplement avec eux pour une nuit. La deuxième nuit, ils m'ont dit qu'ils les avaient rappelés et que mes parents leur avaient donné la permission de me garder une nuit de plus. Puis, ils m'ont dit qu'ils étaient allés au tribunal et qu'ils avaient obtenu ma garde complète. Finalement, Kenneth changea le nom de Stephen qui devint dès lors Dennis Gregory Parnell. Il l'inscrivit également à divers cours dans l'espoir qu'il puisse autant que possible mener une vie normale. Pendant plusieurs années, Kenneth déménagea fréquemment à travers la Californie et enchaîna les petits emplois, laissant souvent Stephen seul à la maison. Il l'autorisa aussi à consommer de l'alcool malgré son jeune âge. De plus, il le laissait sortir librement. Et Stephen revenait toujours. Selon ses propres dires, il avait bel et bien la possibilité de quitter la maison, mais croyait Kenneth lorsqu'il lui affirmait être son unique tuteur légal. Plus tard, une femme du nom de Barbara Mathias, qui vécut avec Stephen et Kenneth pendant environ 1 an et demi, alors qu'ils résidaient dans la région de Santa Rosa, déclara qu'elle n'avait aucune idée de ce qui se passait réellement. Elle croyait que Kenneth était le véritable père de Stephen. Plus troublant encore, Stephen raconta qu'en 1975, il avait entendu Kenneth demander à Barbara d'attirer un autre garçon dans sa voiture, près d'un club pour adolescents situé dans cette même ville de Santa Rosa. Cependant, cette tentative d'enlèvement échoua. Quoi qu'il en soit, j'ai personnellement du mal à croire que Barbara ignorait ce qui se passait réellement entre Kenneth et Stephen. Même si Stephen appelait Parnell papa, son attitude et son langage corporel trahissaient un profond malaise. Il était évident qu'il n'était pas à l'aise avec lui, et rien ne laissait penser qu'ils étaient liés d'une quelconque manière. D'ailleurs, ils ne se ressemblaient même pas. Et puis, bon sang, qui pourrait accepter de participer à l'enlèvement d'un enfant? En ce qui me concerne, je suis convaincu que Barbara savait parfaitement ce qui se passait. Stephen a pourtant dû vivre plusieurs années en captivité, voyageant avec Kenneth et subissant régulièrement ses actes obscènes. C'était sans aucun doute quelque chose d'inconcevable et d'absolument horrible. Mais le 1er mars 1980, Stephen, alors âgé de 14 ans, a finalement saisi l'occasion de fuir son ravisseur et d'obtenir l'aide dont il avait désespérément besoin. Stephen a peut-être eu de la chance, car avec le temps, Kenneth s'intéressait de moins en moins à lui. Il semblait ne plus être attiré par les garçons ayant atteint la puberté. En d'autres termes, Stephen grandissait inexorablement, et Kenneth comprenait qu'il ne pourrait bientôt plus exercer son emprise sur lui. C'est pourquoi il nourrissait de plus en plus l'envie d'enlever un autre enfant. Dès que Stephen eut atteint l'âge de 14 ans, Parnell se mit à chercher une victime plus jeune. Il insista même pour que Stephen participe à l'enlèvement et joue le rôle qu'Erwin avait tenu autrefois. Je pense que telle était son intention depuis le début. Mais à chaque tentative, rien ne se passait comme prévu, car Stephen sabotait systématiquement les enlèvements auxquels il était associé. Cependant, à la mi-février 1980, Parnell et son jeune complice Randall Purman, un adolescent qui était également ami avec Stephen, réussirent à kidnapper un garçon de 5 ans, prénommé Timothy White. D'après les informations disponibles, l'enlèvement eut lieu dans la ville de Yucaipa, située au nord-ouest de l'État de Californie. En réalité, Timothy a eu de la chance, car il n'est pas resté aussi longtemps captif chez Parnell que Stephen. Dans la nuit du 1er mars de cette même année, Kenneth partit, comme à son habitude, pour son travail de gardien de nuit. Cela signifiait que Stephen et Timothy se retrouvaient seuls à la maison. Comme je l'ai déjà mentionné, cela n'avait rien d'inhabituel. Mais cette fois-là, Stephen prit Timothy par la main et partit en ville, dans l'espoir de lui trouver un endroit sûr où passer la nuit, afin de le soustraire une bonne fois pour toutes aux agissements de Kenneth. Ne trouvant aucun lieu qui leur convienne, ils décidèrent finalement de se rendre directement au poste de police. Et c'était sans doute la meilleure décision qu'ils pouvaient prendre dans une telle situation. Au cours de sa déposition, Stephen raconta en détail ce qui lui était arrivé, à lui comme à Timothy, et prononça la phrase qui donna son titre au livre et au téléfilm. « Je sais que je m'appelle Stephen. J'ai 14 ans. Je ne suis pas certain de connaître ma vraie date de naissance, mais j'utilise le 18 avril 1965. Je sais que je m'appelle Stephen. Je suis presque sûr que mon nom de famille est Steiner. Et si j'en ai un autre,
Je ne le connais pas. Il y a 7 ans, un garçon de 7 ans a disparu en Californie. Tout le monde le croyait mort. Et contre toute attente, non seulement il était encore en vie, mais il avait aussi sauvé un autre enfant des mains de son ravisseur. Qui aurait pu croire une chose pareille? Et pourtant, c'était vrai. Toutes les chaînes de télévision, tous les journaux, tous les médias ne parlaient que de cette histoire. Heureusement, Stephen et Timothy ont pu retrouver leur famille. Quant à Parnell, il a été arrêté le 2 mars 1980. Il a ensuite été condamné pour 2 chefs d'accusation, mais n'a écopé que de 7 ans de prison. Il a été libéré au bout de 5 ans. De toute évidence, cette peine était largement insuffisante. Il avait commis plusieurs enlèvements et d'autres actes bien plus graves encore. Je ne sais pas pourquoi Kenneth n'a pas été poursuivi pour davantage de chefs d'accusation. Mais telle fut la décision du tribunal. Ses complices, Erwin Murphy et Randall Purman, ont eux aussi été condamnés, pour des faits encore plus légers, liés à la complicité dans l'enlèvement de mineurs. Stephen se souvenait qu'Erwin avait toujours été très gentil avec lui, surtout au début, juste après son enlèvement. Selon lui, Erwin était une victime, tout comme lui. Qui sait? Peut-être avait-il lui aussi vécu quelque chose de semblable à ce qu'avait traversé Stephen, et que son implication aux côtés de Kenneth relevait d'une forme de ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Néanmoins, cela n'enlevait rien à l'horreur de son acte. L'affaire Stephen reste, encore aujourd'hui, profondément traumatisante. C'est l'histoire terrible, mais aussi édifiante, d'un garçon qui a surmonté toutes les épreuves et sauvé un autre enfant du même sort. Ce n'est pas un hasard si cette affaire a autant attiré l'attention des médias. Stephen et Timothy sont devenus très célèbres. Dès son retour auprès de sa famille, Stephen a commencé à parcourir le pays et à apparaître dans les principales émissions de télévision du matin. Pendant ces 7 années de captivité, il avait mené une existence incomplète, rêvant chaque jour de retrouver sa liberté. Mais était-il vraiment libre en rentrant chez lui, alors qu'il se retrouvait soudain au centre de toutes les attentions? Difficile à dire. Dans l'émission très populaire Good Morning America, on lui a demandé si ses parents avaient changé au fil des ans, et s'il avait reconnu son frère aîné ainsi que ses sœurs. Et même si c'était un immense soulagement de rentrer chez lui, il lui était aussi difficile de se réadapter à une vie normale. Aussi surprenant que cela puisse paraître, avec le temps, il s'était habitué à vivre comme un enfant unique. Et désormais, il devait partager sa chambre avec son frère aîné, Carrie, et ses affaires avec les autres enfants de la maison. Bien sûr, les frères et sœurs de Stephen étaient heureux de le revoir à la maison. Pourtant, il semble que Carrie n'ait pas été très enthousiaste à l'idée de devoir partager sa chambre avec lui. À son retour à l'école, Stephen fut victime de graves brimades de la part de ses camarades. Et ce n'était pas seulement à cause de la présence constante des caméras, mais aussi parce que tout le monde savait, ou soupçonnait, qu'il avait été victime d'abus sexuels de la part d'un homme adulte. Beaucoup d'élèves s'interrogeaient sur son orientation sexuelle, et certains allaient jusqu'à penser qu'il aimait les garçons. C'était une autre époque, bien sûr, mais encore aujourd'hui, les adolescents peuvent se montrer tout aussi cruels. Je n'ose même pas imaginer ce que Stephen a pu ressentir à l'époque. C'est peut-être pour cette raison qu'il a fini par abandonner ses études. Il s'est aussi remis à consommer de l'alcool, ce qui n'a fait qu'aggraver ses relations avec son père. Dans une interview, Stephen confiait que son père ne le prenait plus dans ses bras comme avant. Il avait l'impression que celui-ci n'éprouvait plus aucun sentiment envers lui. Et cela lui semblait profondément étrange. La plupart des parents, dans une telle situation, auraient sans doute fait preuve d'un minimum de compassion. Mais son père, lui, paraissait au contraire distant, presque froid. Stephen expliquait également qu'à son retour, il était quasiment devenu un adulte, tandis que ses parents continuaient à le voir comme le petit garçon de 7 ans qu'il était au moment de sa disparition. Selon lui, leurs relations ne commencèrent à s'améliorer que lorsqu'ils cessèrent enfin de vouloir lui inculquer les bases de la vie adulte. Stephen a continué à répondre aux journalistes pendant de nombreuses années. En 1985, il a épousé une jeune fille de 17 ans, Jodie Edmondson. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, Stephen Jr. et Ashley. La famille vivait à Merced, en Californie, un lieu que nous connaissons déjà, puisqu'il s'agit de la ville où Stephen avait été enlevé. En plus de son travail dans une pizzeria, il faisait du bénévolat et collaborait avec une association engagée dans la lutte contre les enlèvements d'enfants. Sa vie s'est interrompue de manière brutale. Le 16 septembre 1989,
Alors qu'il rentrait chez lui à moto, comme à son habitude, Stephen est entré en collision avec une voiture conduite par un certain Antonio Loer. Il est mort presque sur le coup. Peu de temps avant sa mort, une mini-série en 2 épisodes intitulée Je sais que je m'appelle Steven, également connue sous le nom Les années perdues, avait été diffusée à la télévision. Selon certaines sources, Stephen avait pris quelques jours de congé pour y participer en tant que consultant et même pour interpréter un petit rôle. Bien qu'il ait été globalement satisfait du résultat, il regrettait toutefois d'avoir été présenté comme un personnage quelque peu difficile, voire grossier, notamment envers ses parents. Peu après la mort de Stephen, un journaliste nommé Michael Eccles publia un livre portant exactement le même titre que la mini-série. Par le passé, il avait non seulement étudié cette affaire en profondeur, mais avait également réalisé plusieurs interviews, tant avec Stephen lui-même qu'avec Kenneth Parnell. Ainsi, différents médias ont, d'une certaine manière, immortalisé le nom de Stephen Steiner et son histoire. Les autorités de sa ville natale, Merced, sont même allées plus loin. En 2010, une grande statue en bronze a été érigée dans la ville. On y voit Stephen tenant la main du petit Timothy White, semblant l'éloigner de la maison de Parnell. Je le répète, l'histoire de Stephen Steiner est à la fois tragique et héroïque. Les habitants de Merced se racontèrent les épreuves qu'il avait traversées et son immense volonté de retrouver une vie normale. Cependant, toute cette attention médiatique portée à Stephen a fini par susciter un certain ressentiment chez ses frères et sœurs, en particulier chez Carrie. Il est devenu un homme profondément perturbé et, au fil des années, il s'est lui aussi retrouvé sous les projecteurs, mais pour des raisons bien différentes. C'est alors qu'un revirement de situation totalement inimaginable se produisit. Tandis que l'histoire de Stephen touchait à sa fin, son frère aîné, Carrie, commençait à écrire la sienne, bien plus sombre encore. En février 1999, Carol Evan Sund, sa fille Juliana Sund et leur amie Silvina Peloso ont disparu lors d'une excursion dans le parc national de Yosemite. Le 18 mars de la même année, Carol et Silvina ont été retrouvés dans le coffre d'une voiture de location. Leurs corps, entièrement calcinés, étaient méconnaissables et n'ont pu être identifiés que grâce à leur dossier dentaire. L'enquête médico-légale a révélé que Carol avait été étranglée avec une corde, puis abattue. Elle n'avait cependant subi aucun acte de nature sexuelle de la part de son meurtrier présumé, ce qui n'était malheureusement pas le cas de Silvina. Mais où se trouvait Juliana? La réponse ne tarda pas. Une semaine plus tard, les enquêteurs reçurent une lettre contenant une carte dessinée à la main, indiquant l'emplacement du corps de la 3e victime, Juliana, âgée de 15 ans. En haut de la lettre figurait une phrase glaçante. « Nous nous sommes bien amusés avec elle. » Les policiers se rendirent à l'endroit indiqué et y découvrirent les restes de la jeune fille. Lorsque Stephen a disparu, son frère aîné, Carrie, alors âgé de 11 ans, était totalement désemparé. En tant qu'aîné, il se sentait coupable de ne pas avoir pu protéger son petit frère. L'enlèvement de Stephen l'a hanté pendant de longues années. Selon ses propres mots, après la disparition de Stephen, Carrie avait instauré une sorte de rituel. Presque chaque nuit, il sortait dans la rue, levait les yeux vers le ciel étoilé et faisait le vœu que son frère revienne à la maison. Il a continué ainsi jusqu'au jour où Stephen est enfin rentré. Mais comme ce geste était devenu un automatisme profondément ancré, Carrie a continué à le faire même après le retour de son frère. Chaque soir, il sortait, parcourait plusieurs pâtés de maison, choisissait une étoile bien précise, puis répétait son vœu, jusqu'à ce qu'il se rappelle que Stephen était déjà revenu. Bien sûr, tout cela peut sembler touchant, à condition d'ignorer ce que Carrie allait devenir par la suite. Le fait tragique de son enfance, c'est qu'après le retour de Stephen, il est définitivement passé au second plan. Je rappelle que lorsque Stephen a disparu, Carrie n'avait que 11 ans. Autrement dit, il avait encore besoin de l'attention de ses parents. Mais, malgré cela, ceux-ci se sont détournés de lui et des autres enfants pour concentrer toute leur énergie sur la recherche de Stephen. Et lorsqu'il est finalement rentré à la maison, ils ont cherché à attirer l'attention du public sur son histoire. De plus, Delbert Steiner, en tant que chef de famille, oscillait constamment entre 2 versions de lui-même. L'une complètement absorbée par la fatigue et la dépression, l'autre entièrement focalisée sur la recherche de son fils cadet. J'ai donc du mal à imaginer ce que les autres enfants ont pu ressentir à ce moment-là. Qu'est-ce que cela fait de voir ses parents changer et cesser de s'intéresser à soi? Dans une telle situation,
Il semblait impossible que Carrie et ses sœurs puissent devenir des personnes normales. Pourtant, il possédait des capacités et des talents uniques que ses parents ne remarquaient tout simplement pas. Au lycée de Merced, il était considéré comme l'élève le plus créatif. De nombreux professeurs pensaient qu'il deviendrait artiste ou caricaturiste. Carrie excellait également au baseball et rien ne laissait présager qu'il pourrait un jour devenir un tueur. Cependant, il a toujours été quelqu'un de plutôt calme et renfermé. Il comprenait parfaitement que ses parents ne tiendraient jamais compte de ses sentiments, car ils étaient absorbés par la recherche de leur enfant disparu. Carrie était également décrit comme l'une des personnes les plus agréables qui soient, que rien ne dérangeait vraiment. Selon son entourage, il n'avait aucun problème de comportement ni quoi que ce soit de ce genre. Au moment où Stephen est rentré à la maison, Carrie avait déjà 18 ans. À cet âge, il était peut-être déjà un homme résigné à ne plus jamais revoir son frère. Mais celui-ci est quand même revenu, le reléguant ainsi au second plan. Stephen est revenu en héros, et tout le monde autour de lui considérait son retour comme un véritable miracle. Carrie n'était alors que le frère de Stephen. Michael Coleman, qui a vécu près des Steiner pendant une vingtaine d'années, se souvient qu'après le retour de Stephen, Carrie a été, comment dire, mis de côté. Malgré tous ses talents, il est resté dans l'ombre. Une autre voisine de longue date des Steiner, Victoria Flores Tatum, déclarait que Carrie était très contrariée par la notoriété dont jouissait son jeune frère. Je pense qu'il voulait simplement recevoir autant d'attention, du moins de la part de ses parents, et ce désir était tout à fait normal. Son aliénation et son trouble intérieur se sont aggravés immédiatement après la mort de son frère. On aurait pu penser que l'histoire de Stephen s'arrêtait là, mais en réalité, ce qui lui était arrivé n'avait fait que renforcer sa renommée. Pendant ce temps, Carrie devait lutter contre ses propres sentiments et son détachement émotionnel. À un moment donné, cette aliénation et cette perte de contact avec sa famille l'ont poussé à vouloir déménager chez son oncle, Jesse Steiner. Peu après qu'ils eurent recommencé à vivre ensemble, Jesse a été retrouvé mort dans sa propre maison. Et malgré une enquête minutieuse, le meurtrier n'a jamais été retrouvé. Lorsque les journaux ont relaté cette affaire, les titres mentionnaient le meurtre de l'oncle de Stephen Steiner, sans faire aucune référence au nom de Carrie. C'était comme s'il n'existait pas. Du moins, c'est ce qui lui traversait l'esprit. À cette époque, Carrie travaillait dans divers domaines. Il gagnait notamment sa vie en remplaçant des vitres cassées. Lors de l'un de ses travaux, il fit la connaissance d'un certain Michael Marquez, qui était en quelque sorte son collègue. Un jour, Michael surprit Carrie en train de briser du verre et du contreplaqué. Carrie lui déclara alors qu'il souffrait d'une dépression nerveuse et qu'il avait envie de venir au travail pour tuer tout le monde, puis mettre le feu à tout. À mon avis, cet incident n'était rien d'autre qu'un signal d'alarme. Peu après, plus précisément en 1997, Carrie changea de travail et devint simple homme à tout faire au motel Cedar Lounge, situé en Californie, près de l'autoroute menant au parc national de Yosemite. C'était un endroit relativement calme où il pouvait non seulement gagner sa vie, mais aussi profiter de la nature. Cependant, cette tranquillité ne dura que jusqu'en février 1999, lorsque Carol, sa fille Juliana et leur amie Sylvina disparurent lors d'une excursion dans le parc national de Yosemite. Selon l'agent du FBI Jeffrey Rinek qui enquêtait sur cette affaire à l'époque, les recherches pour retrouver les disparus ont été les plus importantes jamais menées dans le parc national. Comme je l'ai déjà mentionné, les corps des 3 victimes ont été retrouvés. La voiture louée par Carol a été découverte à environ 96 km de leur chalet. Je rappelle que les corps calcinés de Carol et Sylvina se trouvaient dans son coffre. Juliana a été retrouvée un peu plus tard, à environ 64 km de la voiture, après que la police eut reçu une lettre contenant une carte manuscrite de la région. Au début, les détectives ont interrogé les employés du motel où les victimes avaient séjourné peu avant leur mort. L'un de ces employés était Carrie Steiner. Cependant, à ce moment-là, il n'était pas considéré comme suspect, car il n'avait pas de casier judiciaire et était resté calme pendant l'interrogatoire de la police. Plus tard, les autorités se sont également intéressées à 2 anciens détenus, Michael Roy Larvick et son demi-frère Eugene Earl Dykes. Ce dernier avait été condamné à plusieurs reprises pour vol, détention illégale d'armes et vente de substances interdites. Quant à Larvick, dont la maison était située à proximité de la voiture retrouvée, il aurait abattu un policier qui tentait de l'arrêter. En d'autres termes, ils étaient les suspects idéaux,
et l'on comprenait pourquoi les agents du FBI avaient considéré que l'enquête pouvait être close. Cependant, les détenus ont dès le début nié toute implication dans ce crime et ont même exprimé leur volonté de se soumettre à un test au détecteur de mensonges et à des tests ADN afin de blanchir leur réputation. Bien sûr, ils n'étaient pas des anges, loin de là, mais les autorités se sont tout de même trompées à leur sujet. Malheureusement, cela n'est devenu évident que le 22 juillet 1999, lorsque Joey Armstrong, une naturaliste de 26 ans travaillant dans le parc national de Yosemite, a été retrouvée décapitée près de sa cabane. Dans l'ensemble, les détectives ont trouvé de nombreux indices directement sur les lieux du crime. Néanmoins, c'est la voiture de Cary Steiner qui a retenu l'attention des autorités. Elle était en effet très voyante. De plus, plusieurs témoins ont déclaré avoir vu son International Harvester Scout bleu de 1972 garé près de la cabane de Joey la veille du meurtre. Les détectives ont donc décidé de suivre cette voiture afin de retrouver Steiner, qu'ils connaissaient déjà. Finalement, les agents du FBI John Bowles et Jeffrey Rinek ont découvert que Cary avait séjourné à la station balnéaire nudiste Laguna del Sol située à Wilton, où il a ensuite été arrêté. À ce moment-là, Steiner n'était toujours pas sérieusement soupçonné. Cependant, lors de l'interrogatoire, il a simplement choqué les agents en déclarant qu'il leur fournirait beaucoup plus d'informations qu'ils ne pouvaient s'y attendre. Se retrouvant seul avec Jeffrey Rinek, Cary a avoué avoir tué Joey, Carol, Sylvina et Juliana. Par la suite, Rinek a même écrit un livre à ce sujet intitulé « Au nom des enfants », la traque sans relâche par un agent du FBI des pires prédateurs du pays. Il y décrit en détail le temps qu'il a passé, dans le cadre de ses fonctions, en tête-à-tête avec Cary Steiner. Jeffrey raconte également la demande terrifiante que le criminel lui a faite peu avant ses aveux. En effet, avant d'avouer ses meurtres, Cary avait demandé qu'on lui fournisse plusieurs photos de jeunes filles, qu'une récompense financière soit versée à sa famille et qu'il soit placé dans une prison fédérale située le plus près possible du domicile de ses parents. Selon Jeffrey, il a dit à Steiner qu'il ne pouvait choisir qu'une seule de ses demandes, et celui-ci a choisi sans hésiter les photos. Rinek comprenait parfaitement que Cary aurait avoué de toute façon, car il prenait plaisir à parler de ses crimes. De plus, il était probable qu'il cherchait simplement à acquérir une certaine notoriété en commettant ces actes monstrueux. Cary lui-même affirmait que son penchant pour le meurtre était apparu avant l'enlèvement de Stephen, alors qu'il avait 6 ou 7 ans. Au moment de son arrestation, il avait déjà 37 ans. Il semble donc qu'il ait résisté à ses pulsions pendant près de 3 décennies. Il est possible qu'il continue à lutter contre ces démons aujourd'hui encore, dans le couloir de la mort, mais je n'en suis pas certaine. Voici la question que je me pose. Pourquoi Cary a-t-il fini par céder après tout ce temps ? C'était peut-être inévitable, mais le psychiatre qui a examiné Steiner pour détecter d'éventuels troubles mentaux avait une théorie légèrement différente. Selon lui, Stephen n'était pas le seul enfant de la famille à avoir été victime d'abus sexuels de la part d'un adulte. D'après les informations disponibles, Delbert Steiner avait suivi un traitement spécifique dans le passé après avoir commencé à éprouver une attirance pour ses filles. Cary a également été victime d'abus sexuels de la part d'un membre de sa famille, plus précisément de son oncle Jesse Steiner. Cela s'est produit quelques mois après la disparition de Stephen. Et vous vous souvenez certainement que Jesse a été abattu peu après que Cary ait emménagé chez lui. Il n'est donc pas surprenant qu'après son arrestation, l'affaire du meurtre de son oncle ait été rouverte. On pouvait donc affirmer sans crainte que les crimes liés à des actes obscènes imprégnaient littéralement la famille Steiner. Si tout était parfaitement clair dans le cas de Stephen, puisqu'il avait été victime d'un enlèvement, tout était beaucoup plus confus dans le cas de Cary. Il semblait si normal pendant son enfance, et même à l'âge adulte, que ses amis ne se doutaient absolument pas de qui il était réellement. Cela prouve une fois de plus la théorie selon laquelle nous ne savons jamais qui, parmi nos amis et nos proches, est vraiment une personne normale et qui cache habilement son côté sombre. L'histoire des frères Steiner est considérée comme inhabituelle pour de nombreuses raisons. En fait, Stephen et Cary ont tous deux subi des traumatismes, mais leurs parcours de vie ont été très différents. Stephen est devenu un véritable exemple de résilience et de courage, tandis que Cary est devenu un tueur en série cruel. Stephen a été confronté à un mal si grand et inimaginable alors qu'il n'était qu'un tout jeune enfant. Mais cela ne l'a pas empêché de s'échapper de sa captivité et même de sauver un autre enfant. Il a non seulement réussi à s'intégrer dans la société, mais aussi à fonder sa propre famille. En réalité, Cary a également été confronté à des problèmes similaires.
Il aurait été victime d'abus sexuels de la part de son oncle, un homme auprès duquel il aurait dû se sentir en sécurité. Le fait de lutter contre ce traumatisme n'a fait qu'aggraver le vide émotionnel apparu après la disparition de son frère. Il était probablement lui aussi dans une sorte d'isolement, tout comme Stephen. Mais la principale différence dans son histoire est qu'il n'a jamais reçu l'attention et le soutien de la société ni de ses parents. En fin de compte, il n'a tout simplement pas réussi à surmonter son sentiment de rage omniprésent. La vie de Carrie aurait probablement pu être différente s'il avait bénéficié de l'attention et du soutien nécessaires. Cependant, si ces déclarations selon lesquelles ses penchants sombres ont précédé l'enlèvement de Stephen étaient vraies, alors tout ce qui s'est passé était inévitable. On peut seulement supposer que Stephen a été motivé par le fait qu'il s'est soudainement retrouvé au centre de l'attention publique. C'est pourquoi il a fait tout son possible pour revenir à une vie normale, contrairement à Carrie, qui est restée dans l'ombre de son propre frère pendant tout ce temps. Selon beaucoup, la principale ironie de toute cette histoire réside dans le fait qu'en retrouvant une vie normale, Stephen a, bien qu'involontairement, anéanti la vie de son frère. Hola mamá, para la casa mami, mira las bolsas, el osito, todo. C'était le dernier message que Valentina avait envoyé à sa mère, quelques heures avant que tout ne bascule. La légèreté et la simplicité qui transparaissaient dans ces mots allaient disparaître à jamais. Valentina Trespalacios était née et avait grandi en Colombie. Elle était l'aînée de la famille. Outre elle, ses parents avaient 2 autres enfants. L'un, plus jeune, s'appelait Sébastien, et l'autre, l'aîné, Daniel. Valentina possédait une apparence éclatante, des traits expressifs et une silhouette élancée. Comme beaucoup de jeunes, elle visait haut et nourrissait de grands projets pour l'avenir. Elle aimait la musique, savait manipuler du matériel audio professionnel et s'était rapidement intégrée dans le monde du jing et de la nuit. À 19 ans, elle était déjà une figure importante dans ce domaine et avait réussi à se faire un nom. À cette époque, elle venait de rompre avec un jeune homme avec qui elle avait entretenu une longue relation et rencontra rapidement un étranger. Au début, tout se déroulait comme dans les histoires romantiques, mais cette rencontre se révéla fatale pour la jeune fille et bouleversa son destin à jamais. La famille de Valentina ne savait pas exactement dans quelles circonstances cette rencontre avait eu lieu, mais elle supposait qu'elle avait pu se produire lors de l'un des événements où elle travaillait. Ces soirées attiraient souvent des touristes, principalement originaires des États-Unis. Le seul obstacle à leur relation était la grande distance qui les séparait. Pendant cette période, John vint à plusieurs reprises rendre visite à Valentina en Colombie. Ils passèrent du temps ensemble et il fit la connaissance de sa famille. Les amoureux voyageaient souvent et, un jour, ils partirent au Mexique. Ils y profitèrent pleinement de leur séjour, visitèrent de nombreux lieux intéressants et prirent de nombreuses photos touristiques typiques. Sur ces clichés, ils paraissaient tous deux heureux et insouciants. Parallèlement à sa relation amoureuse, Valentina poursuivait la construction d'une carrière qui lui apportait du plaisir et lui assurait une stabilité financière. À 21 ans, elle était devenue une DJ reconnue en Colombie, avec 20 000 abonnés sur son compte officiel de réseaux sociaux. Elle animait régulièrement de grands événements et se produisait sur des scènes prestigieuses, tant dans son pays qu'à l'étranger. On la considérait comme une artiste prometteuse, dotée d'un fort potentiel sur la scène internationale. Comme John était étranger et passait la majeure partie de son temps hors du pays, la famille de Valentina avait du mal à se faire une idée précise de sa vie. Tout ce qu'il savait provenait de ses propres récits. Il affirmait vivre au Texas, gagner sa vie en bourse et gérer les affaires de clients influents. Un jour, il montra une photo de sa mère ainsi qu'une vidéo où il apparaissait en compagnie de ses filles. Cependant, il était étrange que John ne les ait jamais contactés en présence de Valentina ou de ses proches. Néanmoins, le couple nourrissait des projets sérieux et ambitieux pour l'avenir. Quelque temps plus tard, John offrit une bague de fiançailles à Valentina et annonça leur mariage imminent. En janvier 2023, il s'installa en Colombie et décida de vivre avec Valentina dans un appartement loué. Le couple continua à voyager à travers le pays, certains déplacements étant liés au travail et d'autres uniquement destinés au plaisir. Le dernier endroit qu'ils visitèrent fut la pittoresque ville fortifiée de Carthagène des Indes. Ils en revinrent le jeudi 19 janvier. Le même jour,
Valentina appela sa mère pour lui dire qu'elle rentrerait à la maison avec John le vendredi afin de récupérer le reste de ses affaires. C'est ce qui se produisit. Le soir venu, ils passèrent prendre leurs effets, puis depuis leur nouvel appartement, ils appelèrent le jeune frère de la jeune femme par vidéoconférence pour lui montrer leur nouveau logement. Au cours de cet appel, les amoureux déclarèrent que leurs portes seraient toujours ouvertes aux proches de Valentina et qu'ils seraient heureux d'accueillir des invités. John ajouta qu'il était heureux de faire partie de cette famille et qu'il la considérait même comme la sienne. La mère de Valentina, Laura, était convaincue que sa fille avait de la chance avec son fiancé, qui semblait être un homme gentil, aimant et compréhensif. Le samedi 21 janvier, à 22 heures, Valentina parla de nouveau à sa famille. Elle affirma que tout allait bien. Plus tard, elle et John partirent faire la tournée des clubs de Bogota, où Valentina devait se produire comme DJ dans l'un d'eux. Ils se déplaçaient uniquement en taxi, ce qui fit que tous leurs trajets de cette nuit-là furent enregistrés dans l'application du service de transport qu'ils utilisaient. Le dimanche 22 janvier, Laura reçut un appel de l'ancien petit ami de Valentina, avec qui elle avait été en couple pendant 3 ans avant de rencontrer John. Il lui annonça une terrible nouvelle. Valentina était morte et son corps avait été retrouvé dans un quartier où elle n'était jamais allée auparavant. La mère n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. La première chose qui lui vint à l'esprit fut même de soupçonner l'ancien petit ami de vouloir lui soutirer de l'argent par la ruse. Quelques minutes après l'appel, la mère de Valentina commença à envoyer des messages à sa fille, mais elle ne reçut aucune réponse. Elle comprit alors que Pablo, l'ancien petit ami, avait probablement dit la vérité. Ce dimanche matin-là, le conducteur d'un camion-ben découvrit une valise bleue au fond d'un conteneur à déchets. En l'ouvrant, il trouva à l'intérieur le corps d'une jeune fille. Cela se passa dans le quartier d'Ontivon, à Bogota. Les habitants appelèrent immédiatement la police. Les forces de l'ordre arrivées sur place confirmèrent que la victime était Valentina. Elles contactèrent ensuite ses proches pour savoir où elle se trouvait et avec qui elle avait passé la nuit précédente. Ses proches racontèrent tout ce qu'ils savaient et tentèrent à plusieurs reprises de joindre John, le petit ami de Valentina. Mais il avait disparu. Tous ses moyens de communication étaient coupés. La famille comprit alors que John n'était pas celui qu'il prétendait être. Plus tard, la mère de Valentina avoua que son opinion à son sujet avait radicalement changé. Après tout, sa fille avait été retrouvée morte juste après avoir passé la soirée avec cet homme. Dès les premières minutes de son entretien avec les enquêteurs, la mère affirma que le meurtrier était bien John. Son seul souhait était que le criminel soit puni, que justice soit rendue et que les autorités colombiennes mènent l'enquête à son terme. À cette même période, la police entreprit un travail minutieux pour reconstituer les dernières heures de la vie de Valentina et comprendre ce qui s'était passé entre elle et son compagnon. Les enquêteurs établirent d'abord qu'au moment où le corps avait été découvert, John se trouvait déjà au Panama. Le lundi 23 janvier, les résultats de l'examen médico-légal préliminaire, réalisé par l'agence du procureur général de Colombie, furent publiés. Les experts conclurent que la victime était morte par suffocation. Des traces de violence physique furent également relevées sur le corps de la jeune femme, ce qui indiquait que le meurtrier l'avait battue avant de la tuer. Quelques jours plus tard, l'Institut de médecine légale remit à la police un rapport plus détaillé, confirmant la nature violente du décès. Le document précisait que Valentina avait reçu plusieurs coups violents et répétés au visage, comme en témoignaient les ecchymoses et les écorchures. Toutefois, les experts ne purent déterminer avec certitude si ces blessures avaient été infligées de son vivant ou après sa mort, au moment où John avait placé le corps dans une valise bleue. L'examen permit également de conclure que la jeune femme avait reçu un coup violent à la poitrine, ce qui avait endommagé l'un de ses implants mammaires, situé à gauche. Le commandant de la police métropolitaine de Bogota, le général Carlos Fernando Triana, mit sur pied une équipe spéciale composée d'enquêteurs de la police judiciaire et de représentants du parquet général. Leur mission consistait à rechercher des indices, à identifier les personnes impliquées dans le crime et à rassembler des preuves. En outre, le général annonça qu'une récompense serait versée pour toute information permettant de résoudre l'affaire. Après avoir interrogé les proches de Valentina, les enquêteurs découvrirent que sa relation avec John, que sa famille croyait idéale, était en réalité loin de l'être. John se montrait souvent jaloux et agressif. Le milieu professionnel de Valentina, lié à la vie nocturne et aux événements musicaux, ne faisait qu'accentuer sa méfiance.
Les soupçons de la police à son égard se renforcèrent lorsqu'il fut établi qu'il avait engagé un détective privé pour suivre Valentina alors qu'il se trouvait hors de Colombie. Le détective lui envoyait régulièrement des rapports détaillant chacun de ses déplacements. Cette révélation convainquit définitivement les enquêteurs que le meurtrier présumé nourrissait une jalousie maladive envers Valentina et se comportait comme un tyran. Peut-être, pensèrent certains, avait-il ses raisons. La profession de la jeune femme exigeait qu'elle soit polie, avenante et sociable avec de nombreuses personnes. Oui, elle devait sourire, et beaucoup la trouvaient sympathique. Mais comme le rappelait sa mère, cela ne pouvait en aucun cas justifier un meurtre. Pourquoi n'avait-il pas simplement mis fin à leur relation si elle lui devenait insupportable? Pendant que la police colombienne poursuivait son enquête, la recherche du principal suspect, John, fut lancée. Le 24 janvier, il fut arrêté au Panama. La police locale, alertée par Interpol, parvint rapidement à localiser l'Américain alors qu'il s'apprêtait à embarquer pour un vol à destination d'Istanbul. Son départ précipité de Colombie et la suppression de tous ses comptes sur les réseaux sociaux étaient loin d'être les seuls éléments laissant présumer son implication dans le crime. Les enquêteurs savaient avec certitude qu'il avait été la dernière personne à voir Valentina vivante. Mais ce n'était pas tout. Le chauffeur de taxi qui avait conduit le couple dans une boîte de nuit, lors de la dernière nuit de la jeune femme, raconta un épisode troublant. Selon lui, pendant le trajet, Valentina avait envoyé un message demandant de l'aide dans le chat de l'application du service de taxi, celui-là même que les clients utilisent habituellement pour préciser les détails du trajet. Le chauffeur expliqua que, lorsqu'il était venu chercher ses passagers, Valentina était montée la première dans la voiture et avait eu le temps de crier qu'elle ne savait pas pourquoi elle avait envoyé ce message. Intrigué, il avait ouvert l'application et lu le texte. « À l'aide, je suis en danger. » Voulant comprendre ce qui se passait, il s'était tourné vers Valentina pour lui demander si tout allait bien. Mais à ce moment-là, John monta à son tour dans le véhicule et la jeune femme ne répondit pas à sa question. Les enregistrements des caméras de surveillance du quartier de Bogota où le corps avait été retrouvé ont marqué un tournant décisif dans l'enquête. Les images montraient une voiture dont le coffre semblait contenir un corps. L'homme qui avait jeté la valise dans la benne ressemblait fortement à John par sa carrure. Le mardi 21 janvier au matin, l'enquête fit un pas important. Dans l'un des halls de l'aéroport Eldorado, à Bogota, un téléphone portable fut retrouvé. Les vérifications ultérieures confirmèrent qu'il appartenait à Valentina. L'appareil avait été découvert par un agent d'entretien qui le remit immédiatement à ses supérieurs. Le parquet général commença à analyser les données contenues dans le téléphone afin de déterminer si elles pouvaient aider à résoudre l'affaire. Parallèlement, la police examina attentivement les enregistrements des caméras de l'aéroport, cherchant à retracer les déplacements de John et à établir s'il avait jeté le téléphone de sa petite amie dans la poubelle où il avait été retrouvé. Il est important de noter qu'avant même la découverte de l'appareil, les enquêteurs avaient déjà eu accès à une partie des messages de Valentina. Sa messagerie était restée ouverte sur son ordinateur. Les messages pertinents avaient été transmis à la police. Sur l'une des photos que Valentina avait partagées avec une amie, on pouvait voir une valise très similaire à celle dans laquelle son corps fut retrouvé par la suite. Cette valise appartenait à John. Le 21 janvier, le frère de Valentina déclara qu'il avait compris depuis longtemps que le fiancé de sa sœur n'était pas celui qu'il prétendait être. Il savait que John avait engagé un détective privé pour surveiller sa future épouse. Selon lui, ce geste révélait clairement la personnalité de John. Le frère de Valentina précisa également qu'à cette époque, la relation de sa sœur avec John traversait déjà une crise. Cependant, ce dernier avait réussi à la reconquérir en lui promettant de faire des efforts. Durant cette période, Valentina avait envoyé à sa mère un message étrange, qui ne semblait pas inquiétant à l'époque. Elle écrivait que la vie était compliquée et qu'il fallait payer le prix pour tout. Sa mère avait pensé qu'il s'agissait simplement de difficultés passagères dans leur couple et n'y avait pas prêté attention. Laura ne pouvait pas imaginer qu'il s'agissait en réalité des souffrances de sa fille, causées par le contrôle strict de son compagnon. Lors d'un entretien avec la presse, le 25 janvier, le frère de Valentina expliqua que sa sœur n'avait jamais aimé les hommes jaloux, tout en étant consciente qu'elle partageait sa vie avec l'un d'eux. Elle s'efforçait toutefois de cacher cet aspect du caractère de John à sa famille. Ce n'est qu'après sa mort que ses proches commencèrent à découvrir les détails du comportement abusif de John. La meilleure amie de Valentina leur révéla le contrôle total qu'il exerçait sur la vie de la jeune femme.
Valentina avait beaucoup d'admirateurs, et John exigeait qu'elle lui dise qui lui écrivait, ce qui lui était écrit, avec qui elle communiquait en personne et au téléphone. Son amie lui avait conseillé d'être extrêmement prudente et de ne pas supprimer ses messages, au cas où ils devraient un jour servir de preuve. Entre-temps, la police panaméenne convoqua John pour un interrogatoire. Dès les premières minutes, les enquêteurs lui firent comprendre que ses tentatives pour brouiller les pistes et dissimuler son lieu de séjour au moment du meurtre seraient vaines. On apprit qu'en cherchant à échapper à la justice, il avait acheté 2 billets d'avion, l'un pour la Turquie, l'autre pour le Brésil. Après l'interrogatoire, la police panaméenne informa les enquêteurs colombiens que John ne reconnaissait pas sa culpabilité dans la mort de sa petite amie, bien qu'il admette qu'elle soit morte de façon violente. Il tenta de les convaincre qu'il était lui-même en danger, car il serait recherché par la mafia mexicaine, et que c'était précisément cette organisation criminelle qui serait responsable de la mort de Valentina. Au cours de l'interrogatoire, les enquêteurs attirèrent également l'attention sur leur voyage commun au Mexique, qui avait été intégralement réglé en espèces. À l'époque actuelle, ce mode de paiement est de plus en plus rare et peut, dans certains cas, révéler la volonté d'une personne d'éviter de laisser des traces bancaires. Quelles que soient les tentatives de John pour imposer sa version des faits, les éléments recueillis jouaient contre lui. L'un d'eux était une fine marque allongée sur son visage, clairement visible sur les images filmées au moment de son arrestation. On supposait que cette blessure provenait d'une griffure infligée par Valentina avec ses ongles alors qu'elle tentait de se défendre. Parmi les autres preuves figurait une vidéo montrant un homme corpulent, ressemblant fortement à l'accusé, en train de jeter une valise dans une benne à ordures, ainsi que la découverte du téléphone de Valentina dans une poubelle de l'aéroport Eldorado. Dans l'après-midi du mercredi 25 janvier, un groupe de policiers, dirigé par le commandant de la police métropolitaine de Bogota, le général Carlos Triana, et par le colonel Olga Patricia, se rendit au Panama pour notifier officiellement à John sa mise en détention. Il fut inculpé de meurtre avec circonstances aggravantes, ainsi que de dissimulation, altération ou destruction de preuves matérielles. Le même jour, à 22h30, l'avion transportant John décolla du Panama à destination de la Colombie. L'opération principale visant à l'arrêter était terminée. Restait à venir l'audience, la présentation officielle des charges et l'examen de la demande d'indemnisation présentée par la famille de Valentina. À ce moment-là, on savait que c'était l'accès à la correspondance sur WhatsApp qui avait permis de comprendre ce qui était arrivé à Valentina dans ces dernières heures. Ces messages confirmaient une fois de plus que son fiancé, citoyen américain, souffrait d'une jalousie maladive et voulait savoir à chaque instant où elle se trouvait et avec qui. L'intégralité de cette correspondance a été transmise à la police, et les données recueillies feront partie des pièces à conviction présentées lors de l'audience qui se tiendra prochainement à Bogota. Le procureur général avait l'intention d'inculper John pour meurtre avec circonstances aggravantes, ainsi que pour dissimulation de preuves matérielles. La gravité du crime exclut toute possibilité d'atténuation de peine, conformément à la loi connue sous le nom de loi Rosa Elvira Celi. John, qui lors de son premier interrogatoire, avait nié toute culpabilité et affirmé que la mort de Valentina était l'œuvre de la mafia mexicaine, risque très probablement de passer au moins 40 ans derrière les barreaux. Les proches de Valentina ont engagé un avocat spécialisé en droit pénal pour les représenter devant le tribunal. Ils se sont adressés à plusieurs reprises aux autorités colombiennes pour obtenir justice et espèrent désormais que la Cour reconnaîtra John coupable et qu'il sera condamné pour le meurtre brutal de leur fille. L'histoire de cet homme frappe par son caractère imprévisible et glaçant. Mort à l'âge de 34 ans, il suscitait l'inquiétude aussi bien parmi les habitants du voisinage que dans les rangs des forces de l'ordre. Il semblait vivre dans un univers parallèle, coupé de toute réalité, qu'il nourrissait par la consommation d'alcool et de substances illicites. Le protagoniste de cette affaire s'appelait Gumaro de Dios Arias. Lors de la perquisition de son domicile, les enquêteurs ont découvert une grande variété de plats cuisinés. Mais un ingrédient en particulier a immédiatement attiré leur attention, de la chair humaine. Cette chair appartenait à Raúl González, l'amant de Gumaro. Gumaro de Dios Arias est né le 7 avril 1978 dans un petit village de l'état de Tabasco, au Mexique. Il était l'un des 12 enfants de Candelario de Dios et Ana Arias. Dès son plus jeune âge, son comportement se distinguait nettement de celui des autres enfants. Il était souvent replié sur lui-même, évitait les échanges avec les autres et présentait des habitudes étranges dans ses jeux comme dans sa manière d'agir.
À l'âge de 6 ans, il a vécu un traumatisme qui a profondément modifié son comportement. Il se mettait à parler de lui-même d'une façon inhabituelle, s'inventait des univers imaginaires et des histoires fantastiques dans lesquelles il prétendait vivre. Il lui arrivait même de tenir des propos si troublants qu'il faisait peur aux autres enfants. À l'adolescence, il a été victime d'un grave accident dont il a mis longtemps à se remettre. Depuis lors, son caractère solitaire et distant s'est accentué. Il a commencé à adopter des comportements de plus en plus inquiétants. Il aurait eu des rapports sexuels avec des animaux, perdait régulièrement le contact avec la réalité, parlait parfois seul ou riait sans raison apparente. Certains pensaient qu'il souffrait d'un trouble mental, ce qui a été confirmé plus tard par un diagnostic de schizophrénie précoce. Il refusait de travailler et se montrait peu disposé à aider sa famille. Lorsqu'on lui demandait de participer aux tâches agricoles, il répondait qu'il n'en avait tout simplement pas envie. Il passait la plupart de ses journées reclus. Le soir, on le croisait souvent en état d'ébriété. On rapportait également qu'il consommait des substances illicites. Son comportement était jugé instable, parfois doux et efféminé. Il pouvait, sans prévenir, devenir brutal et agressif. À l'âge de 14 ans, son père, préoccupé par l'avenir de son fils, décida de l'envoyer effectuer son service militaire, espérant que la discipline lui apporterait un certain équilibre. Cependant, Goumar entra rapidement en conflit avec un commandant, ce qui entraîna son arrestation et son placement en détention disciplinaire. À sa sortie, il était profondément transformé, plus fermé et instable qu'auparavant. Peu de temps après, un violent différend éclata entre lui et un sous-lieutenant. Pris d'un accès de colère, il adopta un comportement agressif, puis quitta définitivement l'armée pour retourner dans son village natal. Avec le temps, la dépendance de Goumarou aux substances illicites s'est fortement aggravée. Il s'est replié sur lui-même, s'éloignant peu à peu de sa famille et de toute vie sociale. Un jour, dans un état de profonde instabilité, il a commis un acte extrêmement grave. Il a incité son neveu à avoir des relations sexuelles avec lui. Ce qui s'était passé est resté longtemps dissimulé, et ce n'est que plusieurs années plus tard que l'on a découvert que Goumarou en était responsable. Il l'a lui-même reconnu. En 2000, il a été arrêté et incarcéré à la prison de Cardenas. Au début, il pensait que cette arrestation était liée à l'affaire concernant son neveu, mais il a rapidement compris que les accusations portaient en réalité sur un autre dossier, le vol d'appareils électroménagers et de vêtements. Il a passé 1 an et 6 mois derrière les barreaux. Durant cette période, aucun membre de sa famille ne lui a rendu visite. À sa sortie de prison, il a choisi de s'installer dans une autre région à Chetumal, dans l'état du Quintana Roo. En 2004, sur la côte, dans la région de Mahawal, il a eu une altercation avec un homme armé d'une machette. Selon Goumar, l'individu aurait commencé à le provoquer verbalement, ce qui a déclenché une violente réaction de sa part. Il s'est emparé de la machette et a découpé l'homme en morceaux. Plus tard, il affirmait que l'esprit de cet homme venait le hanter chaque nuit. Il s'est ensuite rendu dans une région reculée appelée le Petén, située entre le Mexique et le Belize. Là, il a erré jusqu'à ce qu'il découvre un bâtiment abandonné dans lequel il s'est installé temporairement. C'est dans ce lieu qu'il a rencontré un vieil homme qu'il appelait le sage, ou le sorcier local. Selon ses dires, cet homme a exercé une influence considérable sur lui inculquant certaines idées et lui promettant même son aide à condition qu'il tue 3 personnes. C'est également dans cette région que Goumar a fait la connaissance d'un jeune homme nommé Raúl González, alors âgé de 19 ans. Surnommé Petit, il portait un tatouage avec un prénom féminin. Il s'est avéré que Raoul avait lui aussi servi dans l'armée avant d'en être renvoyé pour indiscipline. Ils se sont rapprochés en raison de leurs difficultés communes. Tous deux souffraient de dépendance, vivaient sans emploi stable et ne disposaient d'aucun revenu régulier. Au fil du temps, ils sont devenus amis puis amants. Le lendemain matin, Goumar s'est réveillé, a nettoyé la pièce et a mis les restes du corps dans plusieurs sacs. Cependant, il a gardé certains morceaux, le cœur, les poumons, le foie et une partie de la viande. Il les a fait cuire avec des oignons et des épices, puis les a mangés. Selon ses propres déclarations, il avait l'impression que cette viande le rendait plus fort. Il a affirmé plus tard qu'en la mangeant, il se sentait rempli d'une énergie nouvelle, comme s'il avait absorbé l'âme de sa victime. Goumar est resté dans cette cabane plusieurs jours encore, continuant à consommer des morceaux du corps de Raoul. Les autres restes ont été jetés dans une rivière voisine. Ce n'est qu'après 1 semaine que l'un des habitants du coin, inquiet de ne plus voir Raoul, a signalé sa disparition.
La police a fouillé les alentours et, après avoir découvert les sacs contenant les restes humains, a retrouvé la trace de Gumar. Il a été arrêté sans opposer de résistance. Lors de son interrogatoire, il a tout avoué avec un calme glaçant. Il a expliqué dans les moindres détails comment il avait tué son compagnon, ce qu'il avait ressenti et pourquoi il avait mangé son corps. Le lendemain, il se rendit au marché. Avec l'argent qui lui restait, il acheta quelques épices et des légumes. De retour chez lui, il alluma un feu et fit rôtir le cœur, les côtes et un rein. Il fit cuire les entrailles dans une grande marmite d'eau bouillante afin d'en faire une soupe. Il prépara également la cuisse gauche. Il fit fondre de la graisse dans une poêle et y fit chauffer une galette. Plus tard, il cuisina l'autre cuisse de la même manière. Il goûta aussi la viande crue. Pendant le week-end, il mangea 4 côtes. À un certain moment, l'air devint irrespirable dans la pièce. Tout était envahi par les mouches et il commença à se sentir mal à l'aise. Il finit par jeter les côtes restantes. Quelques jours plus tard, un ami surnommé Blouson lui rendit visite. Il lui proposa de goûter la viande qu'il avait préparée. Le jeune homme accepta, mais se rendit vite compte que quelque chose n'allait pas. En entrant dans la maison, il découvrit avec horreur des morceaux de corps humains éparpillés un peu partout. Terrifié, il s'enfuit et raconta ce qu'il avait vu à d'autres personnes du voisinage. Les habitants, d'abord incrédules, décidèrent de vérifier par eux-mêmes. Dans l'après-midi, ils se rendirent sur place et trouvèrent l'homme en train de découper les restes. Personne ne savait comment réagir, mais l'un des chauffeurs de taxi eut le réflexe d'alerter la police. Le matin du 14 décembre 2004, à 7h40, une équipe de 8 agents des forces spéciales arriva sur les lieux. Ce qu'ils découvrirent les glaça d'horreur. Gumaro dormait dans un hamac, serrant contre lui un cadavre décapité en décomposition. Des membres humains reposaient à ses côtés. On trouva également divers aliments ainsi que des restes de repas préparés à base de chair humaine. Des morceaux de viande crue, une brosse à dents ensanglantée et plusieurs bouteilles d'alcool étaient éparpillées sur le sol. L'un des policiers lui ordonna de se lever et il fut immédiatement menotté. Selon les agents présents, il ressemblait à un homme sauvage, presque préhistorique. L'affaire attira aussitôt l'attention des médias. Les journaux de tout le pays relayèrent les détails macabres. Dans une interview, Gumaro déclara « J'ai simplement eu l'idée de retirer tout ce qu'il y avait à l'intérieur, le cœur, les poumons, les côtes. C'était délicieux. Ça ressemblait à de la viande d'agneau. J'ai mangé le rein. Je n'ai pas mangé la peau. Elle était trop dure. » Après son arrestation, Gumaro a reconnu les faits et n'a exprimé aucun remords. Il a affirmé sans détour qu'il ne regrettait rien et qu'il avait toujours voulu goûter de la chair humaine. Il a été transféré dans une prison d'une petite ville côtière. Là-bas, les autres détenus ont catégoriquement refusé de partager une cellule avec lui. Son comportement était jugé inquiétant, voire effrayant. Un gardien a rapporté qu'un jour, Gumaro s'était volontairement sectionné un morceau de l'oreille, simplement pour le manger. Il a reconnu que le goût de la chair humaine lui manquait. Au bout de quelques mois, il a commencé à menacer le cuisinier de la prison, affirmant que la nourriture était insipide. Même les détenus les plus redoutés le craignaient. Il parlait seul, restait parfois de longues minutes à fixer les autres d'un regard vide, ce qui glaçait l'atmosphère. Tous redoutaient une nouvelle explosion de violence. Malgré cela, journalistes et psychiatres continuaient de lui rendre visite. Il les accueillait invariablement par cette phrase « Bonjour, je suis cannibale ». Il le disait avec une forme de fierté glaçante, comme s'il revendiquait ce titre. On a fini par lui prescrire des antidépresseurs et des somnifères. Peu à peu, il s'est mis à dormir davantage, sombrant dans une sorte de léthargie silencieuse. Le 20 mars 2007, le juge a ordonné son transfert vers un centre de réadaptation situé dans l'État de Morelos. Il a été officiellement reconnu comme souffrant de troubles mentaux et a été soumis à une expertise psychiatrique approfondie destinée à établir son statut juridique. En septembre 2008, il a été réintégré dans un centre de réadaptation sociale d'une ville côtière. Il a immédiatement été placé à l'isolement, dans une cellule individuelle, car il continuait à inspirer la peur en raison de son attrait déclaré pour la chair humaine. C'était peut-être exactement ce qu'il recherchait. Un isolement complet, à l'abri des autres, qui garantissait sa survie. Par la suite, les médecins ont confirmé qu'il souffrait de schizophrénie paranoïde. Il était sujet à des crises délirantes récurrentes
et à des hallucinations auditives qui déformaient profondément sa perception de la réalité. Il expliquait qu'un détenu en particulier lui inspirait une agressivité incontrôlable. Rien qu'en le regardant, son sang bouillait. Il prétendait qu'en accomplissant une promesse faite à un vieil homme sage, il pourrait vivre 150 ans de plus. À ses yeux, tuer un homme équivalait à abattre une poule. Il croyait que, lorsqu'il avait mangé son amant, il avait absorbé sa force et ses compétences. Comme celui-ci était un bon maçon, il pensait être devenu lui-même un maître dans ce domaine. Un examen psychiatrique a révélé qu'il était également porteur du virus de l'immunodéficience humaine. 4 ans plus tard, le mardi 11 septembre 2012, il est mort dans un hôpital de la ville. Il avait 34 ans. Il a été enterré dans le district de Cardenas, dans l'état de Tabasco. L'histoire de cet homme a inspiré une chanson intitulée « Cannibale », enregistrée par un groupe de musique. Elle a aussi servi de base au film argentin « La fille du cannibale ». Plus tard, un livre a été écrit sur ces événements. La cabane où le crime a été commis a été détruite. À sa place se trouve désormais un bureau de vente rattaché à un nouveau complexe résidentiel. C'est l'un des cas les plus déroutants et les plus glaçants jamais connus. Il pousse à la réflexion. Mais malgré tous nos efforts, nous ne saurons probablement jamais ce qui se passait réellement dans l'esprit de cet homme. La popularité croissante des réseaux sociaux a entraîné l'apparition de problèmes graves. L'un des plus préoccupants est ce que l'on appelle la manipulation d'enfants en ligne, souvent désignée par le terme anglais « grooming ». Cette pratique désigne un ensemble d'actions illégales mises en œuvre par des individus mal intentionnés pour établir un lien émotionnel avec leur victime, dans le but de gagner sa confiance et d'entrer ensuite en contact avec elle, généralement à des fins d'exploitation. Il convient de souligner que cette forme de manipulation peut survenir dans des contextes variés. Toutefois, elle se manifeste le plus souvent sur les réseaux sociaux. Selon les données publiées par la Commission gouvernementale australienne chargée de la sécurité numérique, environ 1 mineur sur 4 a déjà été contacté au moins une fois par un adulte inconnu, se faisant passer pour un adolescent. Dans la majorité des cas, les victimes sont des jeunes âgés de 13 à 17 ans. L'affaire dont nous allons parler aujourd'hui s'inscrit malheureusement dans ces statistiques alarmantes et a été largement relayée par les médias en Australie. Carly Ryan est née le 31 janvier 1992 en Australie. À l'époque, sa mère, Sonia Ryan, n'avait que 20 ans et l'élevait seule. Elle vivait dans une ville appelée Stirling, située dans la banlieue d'Adélaïde, en Australie méridionale. Carly et sa mère ont toujours entretenu une relation très fusionnelle, marquée par une profonde complicité. À l'adolescence, leur lien s'est encore renforcé. Carly a commencé à se confier à sa mère, lui livrant ses pensées, ses doutes et ses secrets les plus intimes. Sans aucun doute, elle était une jeune fille attentive et sensible. Elle éprouvait également une vive fascination pour diverses sous-cultures et partageait volontiers avec ses proches son amour pour la musique ainsi que pour l'esthétique qui les accompagnait. En plus des amis qu'elle voyait dans la vie réelle, Carly entretenait de nombreux échanges sur les réseaux sociaux. Carly aimait passer du temps à discuter sur MySpace et Vampire Freaks. Elle y échangeait avec des personnes partageant les mêmes affinités qu'elle pour certaines sous-cultures, notamment la mouvance gothique. Sur MySpace, elle était connue sous le pseudonyme Synthetic Slot, un nom d'utilisateur qui reflétait clairement le ton résolument provocateur de ses publications. Celles-ci comportèrent fréquemment des images de femmes ligotées à l'aide de cordes, ainsi que des représentations de personnes consommant des substances illicites. Parmi les loisirs affichés sur son profil figuraient, entre autres, la consommation de drogue, le tabagisme, l'alcool, la musique, les cris sans raison, l'intimité et les concerts. Bien entendu, la majorité de ces centres d'intérêt relevaient davantage de la fantaisie adolescente que d'une réalité vécue. À un moment donné, une amie de Carly, prénommée Ashley, lui a présenté un jeune homme nommé Brandon Kane. Il était né aux États-Unis, mais résidait dans l'État de Victoria, en Australie. D'après ce qu'il disait, il avait 20 ans. Son passe-temps favori était de jouer de la guitare. C'est Brandon qui a pris l'initiative de contacter Carly. Jusqu'alors, il échangeait uniquement avec Ashley, qu'il tentait de séduire. Leur conversation portait principalement sur des sujets anodins, bien qu'il leur arrivât parfois d'aborder des thèmes plus personnels. Ashley n'a jamais apprécié ce type d'échange et, avec le temps, leur correspondance s'est presque complètement interrompue. Cependant, lorsqu'elle a publié une photo d'elle en compagnie de Carly,
Brandon l'a recontacté pour lui demander l'adresse électronique de son ami. Peu après, il a envoyé son premier message à Carly. Après une brève correspondance, la jeune fille est tombée amoureuse de sa nouvelle connaissance. L'image que lui renvoyait Brandon correspondait parfaitement à l'idée qu'elle se faisait du petit ami idéal. Peu à peu, leur relation a pris une tournure romantique. Aux échanges par messagerie se sont ajoutés des appels téléphoniques. Les deux jeunes sont restés en contact pendant plus d'1 an. Les semaines et les mois passaient, et leur attachement mutuel ne cessait de s'intensifier. Carly était littéralement fascinée par le garçon qu'elle considérait comme l'amour de sa vie. Elle parlait souvent de lui, aussi bien à ses amis qu'à sa mère. Bien entendu, la mère de Carly, consciente des risques que pouvait comporter une telle relation à distance, a accueilli l'enthousiasme de sa fille avec une certaine méfiance. On ignore si elle connaissait réellement l'âge de Brandon, mais elle soupçonnait très probablement qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être. Il lui arrivait même d'espionner sa fille, notamment lorsqu'elle échangeait avec le jeune homme. En réalité, Sonia avait déjà accès au compte MySpace de sa fille, et les conversations qu'elle y avait lues ne lui avaient jamais posé problème. Elles lui semblaient tout à fait anodines. Cependant, il n'en allait pas de même pour certaines photos qu'elle y découvrit un jour. Celles-ci l'ont littéralement choquée, tant elles étaient d'une nature très intime. Sonia exprima immédiatement ses inquiétudes à sa fille, mais Carly réagit comme le ferait n'importe quelle adolescente. Pourtant, il lui arrivait, à elle aussi, de trouver le comportement du jeune homme étrange, et certaines de ses attitudes la mettaient mal à l'aise. De fait, le simple fait qu'un jeune homme de 20 ans entretienne une relation en ligne avec une adolescente de 14 ans suffirait à alarmer n'importe quel parent. Et ce n'était pas seulement une question d'âge. Les demandes que Brandon adressait à Carly semblaient pour le moins étranges. Un jour, il lui a demandé d'embrasser son amie Ashley et d'enregistrer la scène en vidéo. Carly a accepté uniquement parce qu'elle éprouvait un amour sincère pour lui, tandis qu'Ashley, plus lucide, s'est demandé si la vidéo de leur baiser ne finirait pas sur un site douteux. Cependant, de nouvelles sources d'inquiétude ne tardèrent pas à apparaître. Cela survint peu après qu'Ashley eut appris que Carly avait commencé à fréquenter un homme nommé Shane, qui se présentait comme le père adoptif de Brandon. Comme ce dernier, il possédait un compte sur MySpace. Il prétendait être garde du corps privé et ancien militaire. D'après ses dires, il aurait même travaillé pour Marilyn Manson. L'homme semblait partager les mêmes goûts que Brandon, non seulement en matière de musique, mais aussi dans son attirance troublante pour les adolescentes. Shane appelait fréquemment Carly, y compris lorsqu'elle était en compagnie de ses amis. Il leur posait des questions déplacées, leur demandant par exemple si elles étaient bisexuelles ou si elles aimaient embrasser d'autres filles. Ashley se sentait profondément mal à l'aise face à cette situation. Un jour, elle en parla à Carly, mais la réaction de cette dernière fut plutôt hostile. Finalement, les deux amis se sont disputés. Je tiens à souligner que Carly avait toujours souhaité rencontrer le jeune homme en personne. Leur rencontre était prévue pour le 26 janvier 2007. Malheureusement, à la dernière minute, Brandon a annoncé qu'il ne pourrait pas venir. Il a toutefois précisé que Carly recevrait la visite de son père, ce que la jeune fille a accepté avec enthousiasme. Peut-être cela n'avait-il même plus de lien direct avec le fait que Shane était un proche de Brandon, car, à ce stade, il était devenu pour Carly une sorte de figure paternelle. Bien entendu, Sonia, la mère de Carly, hésitait à faire entrer un inconnu chez elle, mais sa fille a insisté. C'est ainsi qu'en janvier 2007, un homme d'une 50aine d'années s'est présenté devant leur maison, au volant d'une voiture bleu clair. Shane portait un uniforme de gardien et, pour une raison inconnue, il a immédiatement su inspirer confiance à Sonia. Finalement, non seulement elle l'a laissé entrer chez elle, mais elle a également autorisé sa fille mineure à l'accompagner faire des achats. Au centre commercial, le prétendu père de Brandon a acheté de nombreux articles à Carly. Certes, la plupart des cadeaux étaient inoffensifs, mais certains soulevaient tout de même quelques interrogations. Au total, l'homme a dépensé plus de 400 $ australiens, mais tout cela n'était qu'un leurre. Pendant que Carly essayait des vêtements, Shane en profitait pour l'espionner dans les cabines, dans l'intention de voir son corps nu. Lors de la fête d'anniversaire, Carly a passé la majeure partie de son temps avec son ancien petit ami, ce qui n'a pas été du goût de Shane. C'est le moins que l'on puisse dire. Selon lui, Carly ne lui prêtait pas suffisamment d'attention. Cependant, en fin de journée, l'homme est finalement parvenu à regagner la confiance de la jeune fille et est sorti se promener avec elle et son amie Rihanna.
À un moment donné, Shane a tenté de forcer les deux adolescentes à s'embrasser, mais Rihanna a refusé. Carly, bouleversée, s'est alors mise à pleurer avant de s'enfuir en direction de la maison. Un autre événement bien plus troublant s'est produit dans la nuit. Alors que Carly dormait, Shane s'est introduit dans son lit et lui a murmuré à l'oreille « Je t'aime beaucoup, et je ne laisserai rien t'arriver ». Le lendemain matin, Carly a tout raconté à sa mère qui s'est immédiatement jetée sur l'homme et l'a expulsé de la maison. Plus tard, Sonia a demandé à sa fille si le prétendu père de Brandon l'avait touchée, et la jeune fille a répondu que oui. Mais Carly ne voulait en aucun cas que Brandon soit mis au courant de ce qui s'était passé. Elle a même supplié sa mère de parler à Shane pour tenter d'apaiser la situation, mais Sonia est restée inflexible. Elle tenait à ce que tout contact entre sa fille et ces personnes cesse immédiatement. Peu de temps après, Sonia a rédigé une lettre à l'intention de Shane, lui demandant de cesser toute communication avec Carly. Elle l'a également averti qu'elle le dénoncerait à la police s'il refusait de s'exécuter. La réponse de l'homme a été empreinte de colère. Il a accusé Sonia de mensonge et a menacé de porter plainte contre elle. Et même si l'homme n'était plus dans leur maison, Sonia savait que le danger, lui, persistait. Il restait toujours la possibilité que Shane tente de reprendre contact avec sa fille. Ce que Sonia ignorait encore à ce moment-là, c'est que l'homme qui s'était présenté chez elle n'était pas Shane. Il n'était ni garde du corps, ni ancien militaire, et encore moins le père d'un certain Brandon. En réalité, derrière les identités du père et du fils, se cachait une seule et même personne, Gary Francis Newman. Mais qui était-il vraiment ? Une femme connue de la presse australienne sous le nom de Christine a compris que sa propre maison était devenue une prison après avoir épousé Gary Newman. Son mari cherchait à contrôler chaque aspect de sa vie. Selon Christine, Gary la battait régulièrement. Il la frappait pour la moindre prétendue faute, parce qu'elle voulait sortir faire du shopping avec une amie ou simplement parce qu'elle rentrait avec quelques minutes de retard. Ces situations suffisaient à le mettre dans une rage incontrôlable. Il s'appropriait également l'intégralité de l'argent qu'elle gagnait par elle-même. Christine travaillait dans un club de striptease. Et lorsque, épuisée, elle refusait d'y retourner, Gary l'y contraignait par la force. Un jour, alors qu'elle venait de lui annoncer son intention de faire du shopping avec une amie, Gary l'a violemment traînée jusqu'à la chambre. Une fois à l'intérieur, il l'a projetée sur le lit, s'est assis sur elle et a commencé à la frapper. Il l'a battue sans relâche jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il s'est arrêté, avant de quitter la pièce en la laissant inerte au milieu du sol. Par miracle, Christine a réussi à ramper jusqu'à la porte d'entrée. C'est alors que la mère de Gary est arrivée. En découvrant sa belle-fille dans cet état, elle a immédiatement appelé un médecin. Après l'avoir examinée, ce dernier lui a demandé si son mari l'avait frappée, mais la présence de Gary l'a empêché de répondre honnêtement. D'autant plus qu'il lui serrait la main si fort qu'il a failli lui briser plusieurs doigts. Christine a finalement réussi à s'échapper et à s'installer à Melbourne. Gary, quant à lui, ne semblait nullement affecté. Il se sentait libre et s'est laissé aller à ses pulsions. Il développa une obsession pour les films pornographiques mettant en scène des femmes déguisées en écolières. Peu de temps après, il commença à envisager de mettre en pratique ses fantasmes les plus violents. Avant de commencer à harceler Carly, Gary avait déjà tenté à plusieurs reprises d'entrer en contact avec d'autres jeunes filles. À chaque fois, il inventait une nouvelle histoire. Fait remarquable. Au cours de cette période, il a créé plus de 200 profils sur MySpace. Entre 2002 et 2003, depuis son ordinateur personnel, il a entretenu une relation virtuelle avec une adolescente de 14 ans vivant aux États-Unis. Dans ses messages, il l'appelait « princesse » et parfois même « ma femme ». Sous le pseudonyme de Nash, il a également échangé pendant quelque temps avec une autre jeune fille, originaire de Singapour. Il est même allé jusqu'à se rendre sur place pour la rencontrer. Mais celle-ci ne s'est jamais présentée au rendez-vous, le laissant seul. Cet échec a profondément ébranlé son équilibre mental. Dans un message adressé à un ami, il a écrit que la jeune fille paierait pour cette faute. Un jour, son obsession a atteint un tel degré qu'il a tenté d'enivrer sa propre fille, âgée d'à peine 13 ans, dans le but de l'inciter à avoir des relations sexuelles avec lui. Heureusement, il n'est pas parvenu à mettre son projet monstrueux à exécution. Dans le cas de Carly, Gary espérait qu'elle accueillerait ses avances avec calme. Il s'imaginait déjà commencer une nouvelle vie avec elle.
Il avait même informé ses collègues de son intention de s'installer à Adélaïde. Mais une fois ses véritables intentions révélées, il a compris que son rêve s'éloignait. Ayant perdu la possibilité de contacter Carly sous l'identité de Shane, il a décidé qu'il était temps de réactiver le personnage de Brandon. Il voulait lui faire du mal, et cette idée était devenue sa seule obsession. Gary avait renoncé à tout espoir de vivre un jour auprès de Carly. Dès lors, il ne pensait plus qu'à une chose, se venger. Tout au long du mois de février, Gary et Carly ont continué à échanger. À un moment donné, se faisant passer pour Brandon, l'homme a proposé à la jeune fille un rendez-vous secret à Adélaïde. La seule condition était la présence de Shane, et Carly a accepté. Il ne manquait plus à Gary qu'une chose: trouver un jeune homme prêt à incarner le rôle de Brandon. Or, le criminel avait tout prévu. Il s'avère qu'il avait adopté par le passé un adolescent de 17 ans. C'est ce dernier qui devait se faire passer pour l'amoureux de Carly. Le 19 février, Gary et son fils adoptif se sont rendus à Adélaïde. Carly, de son côté, a menti à sa mère au sujet de ses projets pour la journée, lui affirmant qu'elle passerait la nuit chez une amie. Peut-être par culpabilité, elle a embrassé sa mère à plusieurs reprises avant de partir, en lui disant qu'elle l'aimait. Lorsque la jeune fille est sortie de la maison par la porte arrière, l'homme qu'elle connaissait sous le nom de Shane et le garçon censé être son fils, Brandon, l'attendaient déjà dans la rue. Gary a conduit les deux jeunes gens dans une ville appelée Port Elliot, l'un des lieux les plus prisés d'Australie méridionale. Ensemble, ils ont flâné dans les rues et ont fini par rejoindre la baie locale. Là, l'homme a proposé à Carly des substances illicites. Après 22 heures, dans un recoin isolé de la baie, Gary a profité de l'état altéré de la jeune fille pour la plaquer au sol, face contre terre, et la contrainte à avoir des relations sexuelles avec lui. Pendant l'agression, son fils adoptif l'a aidé à la maintenir. Une fois son crime accompli, Gary a frappé Carly à plusieurs reprises à la tête, jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Lui et son complice ont ensuite jeté le corps de leur victime à l'eau, dans l'espoir qu'elle se noie. Et c'est malheureusement ce qui s'est produit. Le lendemain matin, une femme nommée Kim Griffin a découvert le corps sans vie de Carly. Elle a tenté d'appeler à l'aide, mais il n'y avait personne d'autre sur les lieux. Désemparée, elle a couru jusqu'au parking le plus proche. Là, elle a croisé un pêcheur nommé Ian Slade, qui a immédiatement accepté de l'aider. Ensemble, ils ont ramené le corps de la jeune fille sur la rive. Après avoir vérifié son pouls, ils ont compris qu'il était trop tard pour la sauver. Quelques minutes plus tard, Kim a contacté la police et les secours. Le 20 février 2007, Carly a été officiellement déclarée morte. L'autopsie a révélé que la jeune fille présentait au moins 19 blessures. Certaines d'entre elles avaient été causées par des coups portés à la tête. Son corps portait également plusieurs coupures et égratignures. Des traces de cannabinoïdes ont été détectées dans son sang. Selon les conclusions des experts, Carly est décédée peu de temps avant que Kim ne découvre son corps. Celui-ci a été formellement identifié par sa mère. Pour elle, ce fut une véritable tragédie. Elle ne comprenait pas comment sa fille avait pu se retrouver dans un endroit aussi éloigné de leur domicile. Les caméras de vidéosurveillance installées à Port Elliot ont montré que Carly était accompagnée de deux individus, sans aucun doute des hommes. Sur l'une des images, on les voit à proximité de l'hôtel Crown. Sur une autre, non loin d'un établissement de restauration rapide. Les enquêteurs sont parvenus à recueillir plusieurs témoignages. L'un des témoins se souvenait qu'un homme lui avait demandé où il pouvait boire un verre. Il lui avait conseillé de se rendre vers la baie. Un caissier de supermarché qui avait vendu un paquet de cigarettes à un homme a rapporté que ce dernier lui avait posé exactement la même question. Vers 21 heures, Carly, Gary et son fils adoptif ont été aperçus près de la baie. Plusieurs témoins ont décrit la jeune fille comme appartenant à la sous-culture gothique ou émo. Certaines personnes interrogées ont également signalé la présence d'une voiture bleu clair, immatriculée dans l'État de Victoria. Selon elles, le véhicule était garé près des falaises, et une carte ressemblant à une pièce d'identité de gardien de sécurité était visible sur le tableau de bord. Les enquêteurs ont analysé les derniers appels émis par Carly afin de déterminer avec qui elle avait communiqué peu avant sa mort. L'un des numéros était enregistré à Melbourne, l'autre à Adélaïde. Les policiers ont tenté d'identifier les titulaires de ces lignes, mais sans succès. Cependant, les données de géolocalisation ont permis de faire avancer l'enquête. Il s'est avéré que certains appels avaient été passés depuis Walkerville, une banlieue d'Adélaïde située à quelques kilomètres du domicile de Carly. On y trouvait un parc de caravanes où plusieurs personnes vivaient dans leurs véhicules.
Lorsque les enquêteurs se sont rendus sur place, la voiture bleu clair immatriculée dans l'état de Victoria n'y était plus. Toutefois, plusieurs habitants ont confirmé l'avoir vue, ainsi que les individus qui s'y trouvaient. Les images des caméras de vidéosurveillance ont permis d'identifier le véhicule et de relever sa plaque d'immatriculation. Le suivi de cette dernière a conduit les enquêteurs jusqu'à une maison située sur la péninsule de Mornington, au sud de Melbourne. Elle appartenait à un homme de 48 ans nommé Gary Francis Newman. C'est devant cette maison que la voiture recherchée a été retrouvée. À partir de ce moment, Gary est devenu le principal suspect dans le meurtre de Carly. Lorsque les policiers sont entrés dans la maison, l'homme était assis devant son ordinateur et échangeait avec une adolescente de 14 ans originaire d'Australie occidentale. Il s'est avéré que Gary usurpait une fois de plus l'identité de Brandon. 11 jours seulement s'étaient écoulés depuis la découverte du corps de Carly dans la baie, et il était déjà à la recherche d'une nouvelle victime. Lors de la perquisition de son domicile, de nombreux objets directement liés à ces actes violents et criminels ont été retrouvés. Parmi les carnets saisis figuraient les coordonnées de 200 identités fictives utilisées par Gary pour entrer en contact avec des mineurs. En outre, des éléments attestant qu'il se livrait régulièrement à du cyberharcèlement ont été découverts. Les coordonnées de Carly apparaissaient également dans ses notes manuscrites. À côté, il avait écrit « Repose en paix, Carly Ryan ». Les enquêteurs ont également établi que les semelles des chaussures de Gary contenaient du sable provenant de Port Elliot. Malheureusement, à ce stade de l'enquête, de nombreux messages avaient déjà été supprimés de son profil. La correspondance avec Carly n'avait pas été conservée dans son intégralité. Toutefois, plusieurs enregistrements de conversations téléphoniques avec la jeune fille ont été retrouvés sur son ordinateur, notamment des échanges au cours desquels il se faisait passer pour Brandon. La dernière communication entre Gary et Carly remonte à peu de temps avant le décès de la jeune fille. Dans ces messages, ils évoquaient un rendez-vous prévu pour le 19. Lorsque les experts ont comparé l'ADN du suspect aux échantillons prélevés sur les vêtements de la victime, ils ont constaté une concordance parfaite. Cette correspondance génétique prouvait que l'homme avait été en contact direct avec Carly et qu'il se trouvait bien sur la plage le jour de sa mort. Malgré des preuves accablantes, Gary a nié toute implication dans le crime. Il a tout fait pour rejeter la responsabilité sur son fils adoptif. Toutefois, ce dernier a présenté une version des faits totalement différente, accusant son père d'être l'unique responsable. Finalement, les deux suspects ont été arrêtés. Le procès a duré près de 3 ans. Tout au long de la procédure, Gary a continué à nier sa culpabilité. Pendant des mois, il a persisté à accuser son fils, le traitant de menteur et l'insultant publiquement. Il affirmait également que les autorités et les médias avaient organisé un complot contre lui. Depuis sa cellule, il a adressé plusieurs lettres à ses proches pour leur demander de l'aide. Il espérait qu'ils lui apporteraient leur soutien et confirment son alibi. Cependant, non seulement ils ont refusé de l'aider, mais ils ont également transmis ces lettres à la police. Jusqu'à la fin du procès, les informations concernant les accusés ont été tenues strictement confidentielles. Seule l'identité de Carly avait été rendue publique. Dans un premier temps, certains médias ont décrit la jeune fille comme une adolescente à problème. Elle a même été accusée d'avoir voulu entretenir une relation avec un homme adulte. Ces affirmations, largement relayées, ont contribué à médiatiser l'affaire dans tout le pays. La première audience s'est tenue le 20 octobre 2009 devant la Cour suprême d'Australie méridionale. Avant même l'ouverture des débats, la juge Trish Kelly a déclaré irrecevables certaines preuves, notamment les conversations de Gary avec d'autres adolescentes. Elle a choisi de ne prendre en compte que les éléments directement liés à l'affaire Carly Ryan. L'accusation a soutenu que les deux prévenus administraient ensemble les profils fictifs de Brandon et Shane. La défense du fils adoptif de Gary, quant à elle, a affirmé que le jeune homme s'était limité à aider son père à effacer les traces du crime. Pendant longtemps, Gary et ses avocats ont continué à désigner le jeune homme comme l'unique responsable de la mort de Carly. Toutefois, en janvier 2010, lors d'une intervention inattendue devant le tribunal, Gary a changé de version. Il a déclaré qu'aucun des deux, ni lui ni son fils, n'était impliqué dans le décès de la jeune fille. Selon ses dires, il n'avait jamais ressenti la moindre attirance envers Carly et considérait leur relation comme celle d'un beau-père avec sa belle-fille. Il a précisé qu'il ne pouvait éprouver d'attirance pour qui que ce soit, se décrivant comme asexuel, c'est-à-dire sans intérêt pour les relations intimes. Mais ce ne sont là que ses propres affirmations. D'après lui, c'est son fils adoptif qui entretenait une relation amoureuse avec Carly.
Gary affirmait qu'il s'était simplement limité à incarner le rôle de Shane, tandis que le jeune homme se faisait passer pour Brandon. L'accusé a également reconnu être obsédé depuis longtemps par les réseaux sociaux. Il attribuait cette obsession à ses troubles bipolaires et obsessionnels compulsifs. Il a expliqué qu'il créait des identités fictives dans le cadre d'une prétendue étude, dont les résultats devaient lui servir à rédiger un livre sur les mécanismes de manipulation en ligne. Bien que Gary ait nié que ses actes aient conduit à la mort de Carly, il a reconnu avoir emmené celle-ci, ainsi que son fils adoptif, à Port Elliott. Pour tenter de se justifier, il a affirmé que les adolescents avaient assisté à une fête en ville et qu'ils ne s'étaient retrouvés qu'ensuite. Toujours selon lui, ils seraient ensuite rentrés chez eux, laissant Carly seule sur la plage. Par ses déclarations, l'accusé semblait espérer voir sa peine requalifiée en homicide involontaire. Il a tenté de présenter les faits de manière à faire croire que la jeune fille s'était infligé elle-même ses blessures. Toutefois, le jury n'a pas retenu ses arguments et, en fin de compte, Gary Francis Newman a été reconnu coupable du meurtre de Carly. Le 21 janvier 2012, le juge l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 29 ans. Toutes les charges retenues contre le fils adoptif de Gary, qui était mineur au moment des faits, ont été abandonnées. Son identité n'a jamais été rendue publique. À l'issue du procès, Sonia Ryan a participé à la création de la fondation Carly Ryan. Cette organisation caritative à but non lucratif s'est donnée pour mission de promouvoir la sécurité en ligne. La mort d'une adolescente dans des circonstances aussi tragiques aurait pu inciter n'importe quel parent à se méfier des réseaux sociaux. Pourtant, pour Sonia, l'objectif n'était pas d'interdire Internet, mais de permettre aux jeunes de l'utiliser en toute sécurité. Avec le temps, les actions de la Fondation ont contribué à l'adoption d'une nouvelle législation, qui reconnaît désormais le grooming et le cyberharcèlement comme des infractions pénales, en particulier lorsque l'agresseur dissimule son âge réel ou ses informations personnelles. L'organisation a également participé au développement d'une application mobile destinée aux enfants et aux adolescents, visant à renforcer leur sécurité sur les réseaux sociaux. Plus largement, Sonia a animé de nombreuses conférences éducatives dans des écoles en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle est devenue, pour de nombreuses familles, un symbole de résilience et s'est pleinement engagée à éviter que d'autres jeunes ne connaissent le même destin que sa fille.